Locomotive, les locaux motivent les locaux. C'est vous qui avez la parole. Bonjour, aujourd'hui dans Locomotive, nous recevons Geoffrey qui a créé donc cette chaîne Se réveiller, c'est s'informer. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, je vais introduire un petit peu cette interview avec une phrase de David Rockefeller qu'il a dit lors de la réunion des Bilderberger à Baden en Allemagne en 91. Il a dit ceci: nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et aux autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant près de 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Voilà, Geoffrey, bonjour. Donc, tu fais partie des Bonjour. lanceurs d'alerte aujourd'hui. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui cloche? Si tu veux, pour remonter un peu dans la chronologie, avant le Covid, j'étais déjà pas mal éveillé sur pas mal de sujets. Je m'étais renseigné sur, un tas de sujets, l'alimentation, l'Europe, voilà, le plan un peu mondialiste qu'il y avait déjà à l'époque, hein, ça date pas du Covid. Après à l'arrivée du Covid, si tu veux, j'avoue que les premiers jours, j'étais quand même surpris, tu vois? Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas plongé dans le narratif, mais voilà, j'ai juste écouté, je savais pas trop ce qu'il en était, quoi. Un peu surpris comme tout le monde, quoi. Hem et puis c'est au bout de quelques mois, quelques semaines que j'ai vu que ça commençait à partir, complètement en vrille. J'avoue que, il y a des lanceurs d'alerte qui ont fait un travail formidable. Je pense à Alexis Cossette, Trudel, je pense à Silvano Trota. Eh Je oui, pense que c'est ces 2 là qui m'ont le plus apporté. Hem ils ont apporté un regard qui est totalement autre sur le Covid. Ils ont apporté un regard qui est international, c'est-à-dire que plutôt que de ouais. regarder qu'en France, qu'en Espagne, que de regarder ce qui se fait en Inde, ce qui se fait à Madagascar, ce qui se fait en Amérique du Sud. Tout ça fait que, j'ai vite compris que c'était une mascarade, et surtout, ces lanceurs d'alerte ont permis à ce qu'on fasse du lien, c'est-à-dire que, ce Covid, il a une raison d'être, il a, une finalité. Alors, je ne sais pas s'il a été, créé ou autre, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, il est instrumentalisé, bien entendu, dans le but de servir le rôle de, le plan mondialiste, tout simplement. Oui. Ce qui fait que, ensuite, je suis passé par, des longs mois de, comment dire? De recherche d'informations. Heu, c'est pour montrer un peu aux gens que je suis passé par différentes phases, c'est-à-dire que Ouais. la 1re phase, j'avais besoin des personnes comme Sylvain Trotta, Alexis Cossette et cetera pour, Oui, tu avais besoin de te nourrir, en fait. voilà, j'avais besoin de me Ouais. nourrir. Ensuite, j'ai laissé de côté un peu tout ça et j'ai fait mes recherches personnelles. C'est ça qui a duré le plus longtemps finalement, hein, des mois, vraiment des mois à faire des recherches personnelles. Et après je me suis dit, avec, maintenant tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, c'est pas possible que je fasse rien si tu veux. Hmm. Sachant que, à l'époque, j'avais déjà une chaîne YouTube, alors dans un tout autre domaine, donc ce qui prouve qu'en fait, j'avais pas de problème en termes de numérique ou de monter une chaîne. Tout ça, je savais faire, donc je me dis, Ouais. avec mes connaissances plus le côté pratique, je me dis: «C'est quand même con si je me lance pas». Du coup, je me suis lancé et la chaîne a eu un succès énorme, mais vraiment, Alors, je tiens à remercier les personnes qui ont fait de la publicité pour moi puisque c'est notamment grâce à Sylvano Trotta ou grâce à Quadrillage Traduction, j'en passe, qui ont fait de la publicité et qui ont fait que ma ouais, que chaîne ta a chaîne a monté, quoi. grandi, bien sûr. Mais justement, le déclencheur, le déclencheur ultime pour, tu t'es dit, allez, tiens, je passe à l'action parce que là, c'est trop. Ça a été quoi? Tu as emmagasiné tellement d'infos que tu te dis, bon, voilà, je ne peux pas garder ça pour moi, ou c'est une expérience peut-être dans ton entourage où tu comprenais que les gens avaient vraiment besoin d'avoir une autre info et tu t'es dit, bon, bah, C'est j'y c'est vais, dur quoi. c'est dur à dire, je crois pas qu'il y ait d'éléments déclencheurs, c'est, un long Ouais, processus, et après, en fait, c'est de voir que, ouais, même dans ma zone, proche, c'est-à-dire ma famille et cetera, de voir que les gens embarquaient. Je me suis dit: «Mais c'est quand même incroyable, quoi». J'arrivais pas à m'en rendre compte et je me dis: «Mais il faut vraiment proposer aux gens, d'autres sources d'informations tout simplement». ouais. Tu vois, là, tu as commencé l'interview avec ça.
ce qu'il y a derrière la citation, c'est le rôle des médias. Bien sûr. Le rôle des médias qui est prédominant, on pourrait avoir les pires politiques du monde si on avait des médias qui seraient indépendants et qui seraient bons, il n'y aurait pas de problème. Alors que là, le cœur du sujet, c'est les médias et l'unique source d'information, quoi. On a je ne sais pas combien de journaux, mais qui disent tous la même chose. On a je ne sais pas Ouais. combien de chaînes d'infos, mais qui disent tous la même chose. Et du coup, ça conforte les gens, ils sont dans ce narratif et les faire sortir, c'est très difficile. Ouais, on est Ce dans qui une vraie guerre d'information, hein. C'est Une ça, vraie guerre mais de médias, hein. c'est ça, c'est clair et net, le mot est juste Ouais. et voilà, c'est moi dans mon idée, pourquoi je me suis lancé? Je me suis lancé en essayant de proposer des formats donc de revues de la semaine pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Donc je faisais puisque actuellement là j'en sors plus, je faisais donc des vidéos, bon au début c'était 20 minutes, après je me suis laissé aller, j'ai fait 1 heure et plus, où je faisais en gros, voilà, une revue de la semaine, c'est-à-dire je prenais les informations principales de la semaine et surtout j'essayais d'être très, concret, d'avoir que des sources fiables, c'est-à-dire je prenais même du mainstream tout le temps pratiquement, que du Ouais. mainstream ou bien des sources alternatives mais qui sont quand même fiables. Je prenais pas des sites perdus, parce que mon but à moi, c'était de rester sur YouTube pour toucher des personnes qui se posent des questions. Ouais. Bon, on pourrait catégoriser la population en plusieurs catégories. Il y en a qui, tu as l'impression que tu n'arriveras pas à les réveiller, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, on verra. Tu en as qui, tu vois, ils se doutent, Ouais, tu en as il y qui a quelques doutent, ouais. trucs il y a quelques trucs qu'ils n'ont pas compris et du coup, il leur faut qu'une étincelle Mmh mh. pour qu'ils passent de notre côté et tu en as qui ont juste besoin d'être rassurés. Donc moi, je m'intéressais à ces deux franges-là, ceux qui avaient besoin de toujours garder quelqu'un qui Ouais. les informe comme moi j'en avais eu besoin avant Mmh. et aussi des personnes qui il leur manque quelque chose et je voulais être enfin, avec d'autres, hein, je prétends pas être le mais avec d'autres personnes, d'essayer de déclencher cette vague de questionnement et les amener à bah, juste déjà aussi à voir que ce qu'on fait, c'est pas du complotisme. Ce qu'on fait, c'est on prend des infos mainstream, on regarde ce qui se fait à l'étranger, on cite, des grands médecins, des personnes qui ont fait du boulot quoi, pas des personnes qui passent juste, à la télé quoi. Donc Ouais. c'était aussi voilà, essayer de casser cette image de complotisme, essayer de casser cette image de fake news, de prendre des articles mainstream, voilà, c'était vraiment ce but-là quoi. Oui, en fait, dans la construction d'une capsule, tu retenais vraiment les infos dont tu étais sûr à 100, des choses envers lesquelles on ne pouvait pas te dire, ouais, mais attends, ça, nous, on a checké, c'est faux, ça, c'est une fake, ça, c'est pas des vrais mecs, ce médecin-là, il est plus en activité, il sait pas de quoi il parle. Donc, tu avais un temps de recherche. Ça devait prendre quand même beaucoup de temps pour faire une capsule d'1 heure. Tu passes à peu près combien de temps de recherche? Oh la vache, c'est c'est dur à dire, hein, franchement, parce qu'on s'en rend pas Ouais, compte, mais on passe un temps ouais, fou. Après, je tiens à faire un grand remerciement à ceux qui m'ont aidé, puisque à la base, je me suis lancé seul et puis ensuite, au bout de quelques semaines, j'ai lancé un appel, à des âmes généreuses, ouais. qui se sont portées volontaires pour venir m'aider, que j'ai appelé les chercheurs d'or, parce que pour moi, l'information, c'est l'or. Mm. Du coup, bah, ces personnes-là, elles sont venues m'aider, et bah, franchement, elles m'ont fait gagner un temps considérable. Puisque voilà, pour, expliquer, faut un trouver l'information, 2, bah, lister toutes ces informations, ensuite les mettre dans un ordre précis pour que ça fasse une chronologie, que ça fasse un déroulé, un narratif, Mm. vérifier l'information, creuser l'information puisque, bah, il y a certains articles de journaux qui vont plus loin que d'autres et c'est un temps qui est considérable. Je sais pas combien d'heures je passais par semaine, je franchement, je saurais pas te dire, mais c'était très long. Oui, C'était parce que très moi, long. je me souviens, moi, je t'ai découvert avec ce que tu faisais pour la présidentielle américaine. Donc, ce qui veut dire que tu regardais aussi beaucoup de chaînes américaines, et puis pas que Fox News non plus, parce que il y Non. en a tellement aussi. Euh, Est-ce que ça a impacté dans ta vie de tous les jours? Quel métier tu fais, par exemple, si c'est pas trop indiscret? Non, c'est pas un distract. Je suis professeur, D'accord. professeur des écoles et bah, en fait, j'ai envie de dire ça va un peu avec. Je sais pas comment expliquer ça, le lien, mais si tu veux, j'aime avoir enfin moi je suis aussi beaucoup dans l'histoire, comment dire? Je suis un passionné un peu d'histoire, D'accord. et ce qui fait que j'aime beaucoup, bah, les informations, l'actualité, ce qu'il en découle, essayer de comprendre, essayer de décortiquer. C'est ça que j'adore aussi dans l'histoire, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux Oui, et et d'aller c'est ce qu'on chercher retrouve au-delà actuellement, des quoi. voilà, d'aller C'est ça, chercher au-delà des livres d'histoire. Par exemple, quand on nous raconte que Lee Harvey Oswald a tué Kennedy, que Adolf Hitler est mort dans son bunker, ça allait creuser parce qu'on sait qu'il y a d'autres mecs qui ont écrit d'autres choses, hein. c'est ça. Moi, je suis un petit peu comme toi, je suis passionné d'histoire et l'histoire à l'école, c'était
très chiant, à part quelques profs qui avaient compris comment nous faire aimer l'histoire et qui nous diffusaient à l'époque des reportages ou des films qu'il avait dégotés à droite à gauche. Donc on avait une autre vision. Bien évidemment, on avait compris après qu'il fallait qu'il colle à un programme. Mais en off, j'ai envie de dire, il nous racontait tellement de choses. Et puis, moi, j'ai redécouvert l'histoire. Ça fait un peu vieux con, mais je regardais Alain Decaux raconter. Ce mec-là, moi, il m'a réappris quand j'étais encore ado l'histoire de France que je ne connaissais pas, avec des anecdotes, tu vois. Et Ouais. je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Et bah, après ça va aussi dans la période actuelle, hein, le côté historique, on est dans la période de la cancel culture, de tout ça, ce Ouais. qui fait que, moi, ma façon de contrer ça, c'est de m'abreuver de tout ça. C'est-à-dire, à la fois le côté histoire de France et le Mm. côté aussi, tout simplement culture, littérature française. J'avoue que tout ça me permet, moi, de contrer ce mode cancel culture. Enfin, j'avais pas ce goût, quand j'étais plus jeune et là, maintenant, je l'ai et j'ai envie de le satisfaire complètement pour avoir les armes de pouvoir défendre cette culture française qui n'existe pas selon Macron, cette culture française et tout ça, vraiment, il faut avoir les armes, il faut connaître pour pouvoir défendre. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis vraiment beaucoup là-dedans et c'est aussi, j'avoue que, j'ai adoré par exemple, les conférences de François Asselineau. Je fais pas de publicité pour un candidat à la présidentielle, chacun fait comme il l'entend. Ouais. Mais j'ai adoré ses conférences sur l'histoire de France, puisqu'il explique à merveille que, s quand on comprend le passé, on comprend mieux le présent et Ouais. on peut aussi essayer d'anticiper le Le futur, puisque futur. finalement l'histoire, c'est un éternel recommencement, c'est les mêmes Mm. erreurs qui sont faites. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai trouvé dans le côté historique, quelque chose de très important à l'heure actuelle et qui nous permet de comprendre la situation et d'anticiper la suite, quoi. Oui, parce que si on regarde, si on retient l'histoire telle que on l'a apprise nous à l'école, c'est-à-dire la guerre, 1 et deuxième guerre mondiale, là, on peut faire quand même des passerelles, même s'il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais comment vous pouvez vous permettre, vous les complotistes et cetera?» On est traités d'extrémistes, de fascistes, de nazis, de tout ce qu'on veut. Mais si on lit un petit peu l'histoire et comment ça s'est produit à l'époque, c'est les mêmes gens qui disaient les mêmes choses. Tous les héros de leur vivant n'ont jamais été considérés comme des héros. Ouais, C'est ça qui est assez hallucinant ouais. et le fait d'être dans cette position-là, d'être accusé de complotisme, pour moi, prouve que plus tard, on sera considéré comme alors peut-être pas des héros, mais Ouais. comme du bon côté, en tout cas, de Mmh mh. l'histoire et comme des personnes qui juste ont réfléchi et qui n'ont pas suivi bêtement, la masse et là où on voulait nous emmener, quoi. J'ai une question par rapport à ton logo, parce que j'aime beaucoup comment il est fait. On dirait un peu un arbre de vie. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce logo? Je vais vraiment te décevoir complètement, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois cette histoire de logo. Ouais, J'avoue que je ne savais pas quel logo mettre et je suis quelqu'un d'assez nature. Donc j'ai trouvé cet arbre qui était, juste magnifique, et finalement après il y a plein de personnes qui sont revenues, et qui ont essayé de décrypter par rapport à ma personnalité et finalement je me suis dit: «Mais c'est incroyable, j'ai choisi ça pratiquement au hasard, mais finalement ouais. ça me reflète, énormément». Donc à la fois le côté nature, il y avait d'autres éléments qui sont un peu plus personnels que je ne vais pas forcément, détailler ici, mais ouais, je suis désolé, là-dessus, c'est pas magique. D'accord. Voilà. Et justement, on parlait de ton métier et comment, aujourd'hui, en tant que, professeur des écoles, comment toi tu arrives à vivre? Est-ce que tu arrives à dialoguer avec tes collègues? Est-ce que tous tes collègues sont, complètement fondus dans le narratif, officiel, ou est-ce qu'il y en a avec lesquels tu peux, discuter et échanger, des opinions? Alors j'ai quitté l'éducation nationale l'année dernière, puisque, bah, je ne me retrouvais plus en accord, dans plein de domaines, c'est-à-dire à la fois le côté vraiment pédagogique pur, donc le côté enseignement pur et puis, bah, bien entendu avec toute l'arrivée du covid, tout ça, ça c'est vraiment compliqué. J'ai eu des situations difficiles, c'est-à-dire que en fait, j'ai vécu pendant un an, là avec le covid, j'ai vécu pendant un an en trouble de personnalité, je sais pas comment dire ça. J'étais à la fois moi, chez moi et Ouais, j'étais une autre personne à l'école puisque je ne pouvais pas être, OK, moi à l'école. ouais. Je n'avais aucun soutien, que ce soit par rapport au covid, tout ça, il y avait aucune légèreté possible, j'avais aucun soutien dans l'école où j'étais, et je me doute que ça doit être, le cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles, Ouais. vu les retours que j'ai.
Donc je pouvais pas rester dans ces conditions-là, donc j'ai décidé de quitter. C'était pas un choix facile parce que je suis très jeune, donc j'avais aussi la sécurité de l'emploi, j'avais tout Ouais. ça qui faisait que, j'aurais pu mais c'était clairement pas possible pour moi de rester là-dedans en termes de j'aurais pas pu rester moi-même finalement, Ouais, en bah fait, hein. oui. Ce qui fait que je suis parti, je suis dans une école, alternative, donc du coup et une Style école privée. Montessori, tout ça? Un peu? Voilà, école Ouais, privée, d'accord. et j'y suis beaucoup mieux, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les contraintes Covid sont bien différentes. Bah oui. Enfin que ça soit pédagogiquement, par rapport à la situation actuelle, tout est beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus, à ma place à l'heure actuelle. J'ai fait le choix, de mon bien-être au travail et de mon bien-être personnel Ouais. plutôt que des soucis financiers ou autres. Parce que je gagne beaucoup moins et cetera donc mais je suis beaucoup plus épanoui dans le Oui, tu métier as que je une fais meilleure actuellement. qualité de vie, même si tu as moins la sécurité, tu es moins, bah, voilà, tu es plus, Voilà, c'est ça. C'est ça, comment, un fonctionnaire de l'État. c'est ça et c'est vrai que, bon, dans l'éducation nationale, c'est pour ça qu'il y a enfin, je veux dire, je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont retirer leurs enfants de l'éducation nationale. C'est vrai que la situation devient, très, très grave. Là, par exemple, très récemment, là, il faut 3 tests Ouais. pour tous ceux qui sont dans la classe d'un cas, Covid. Oui, c'est complètement Ça devient hallucinant ça le devient ouais. fou, c'est et puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire augmenter le nombre de cas, pour les enfants et puis ils vont nous dire: «C'est dramatique, il y a beaucoup de cas pour les enfants, il faut les vacciner». Enfin bon, on connaît le narratif donc du Mmh. coup, ça devient fou. C'est des enfants qui doivent faire, sport avec, le port du masque. La On en piscine, a on en on arrive m'a à expliqué là, ouais. j'ai interviewé des femmes du collectif, la semaine dernière, les blouses blanches. Elles m'expliquaient que leurs enfants, allaient à l'école, à la piscine, mettaient le masque à la piscine. Non mais énorme. Ouais, non, mais on en arrive à des situations qui sont vraiment abominables et surtout, c'est pas un hasard selon moi qu'on s'attaque autant à la jeunesse parce que, pour des enfants qui ont 6-7 ans Mmh. actuellement, Mmh. bah, finalement, ce qu'ils retiendront de leur enfance, c'est ça. C'est ce qui Ouais. se passe actuellement, c'est le masque à l'école, c'est, les tests, c'est toute cette ambiance et il y a pas mieux comme régime totalitaire que de s'attaquer à la jeunesse puisque c'est la Bien sûr. génération qu'on aura demain. Mmh. Si elle a déjà habitué j'ai entendu sur les plateaux télé là très récemment sur, les grandes gueules, ils s'appellent ça les grandes gueules, il y en a un qui dit: «Mais c'est bon, on est habitué au masque». Mais moi ça me paraît fou d'entendre ça parce que si on est habitué au masque, on l'enlèvera jamais. Et enfin je veux dire, voilà, que Mmh. ce soit dans l'éducation nationale, là, actuellement, c'est sûr que c'est très, très, très difficile, que ce soit pour les enfants, les parents, pour les enseignants qui sont pas en accord avec tout ça. Et j'imagine qu'il y a des enseignants aussi qui sont pas tous en accord avec ce qui se passe, mais qui ont pas non plus énormément de moyens ou de possibilités, donc voilà, mais c'est comme ça dans tous les métiers, Ouais, ouais. actuellement. Est-ce que pour toi 2022, ça sera l'année de sortie, de cette dictature ou, ça va être l'année meurtrière? Parce que Maître Division lui dit beaucoup: «Des larmes et du sang, des larmes et du sang» et pour toi, c'est 2022, tu la vois comment cette année? Très incertaine, Ouais, je sais pas comment dire ça autrement, très, très incertaine parce que voilà, tu as résumé et ça peut être noir, ça peut être blanc, ça peut être même un petit gris, on sait pas forcément. C'est quand même très difficile d'anticiper la suite puisque on est sur le seuil du pass sanitaire dans les entreprises. Qui dit pass sanitaire dans les entreprises dit des millions de personnes qui potentiellement perdent leur emploi s'ils vont ouais. jusqu'au bout de leurs convictions. Hem, j'ai entendu aussi, monsieur Trudeau, là très récemment qui parle des non vaccinés mais d'une manière, de plus en plus violente. C'est-à-dire Ah que bah, pour c'est des parias de la société, hein. ouais, et là Mmh. là, je viens juste là, 10 minutes avant l'interview d'écouter un passage, là, j'ai plus retenu les mots exacts, mais il pose une question en incitant déjà à la réponse, les non vaccinés deviennent pratiquement des personnes qui n'ont plus de droits, qui sont pratiquement «exterminables» entre guillemets. Enfin, Ouais. le mot est fort, hein, je sais, Mmh mais mh. mais voilà, ça peut passer de ce côté-là, ça peut passer par un éveil des populations. C'est très difficile de savoir dans quel sens ça va aller. Hem Selon moi, plus on avance, plus ça va être difficile de faire un retour en arrière, Ouais. heu, parce que c'est leur but. Je te prendrai un exemple pour t'illustrer, le port du masque quand il a été mis en place au tout début, on a été nombreux à dire: «Attention, le port du masque, ça va pas être» parce qu'on nous l'a vendu pour quelques semaines à la base.
On a dit: «Si ça rentre, va falloir se lever de bonne heure pour l'enlever» et on est là en 2022, le 3 janvier et le masque, on n'en parle même plus de l'enlever, on parle même de le remettre en extérieur. Ouais, Donc plus on avance, plus on a des choses à enlever et pour moi, plus c'est difficile. Maintenant, il y a aussi des fenêtres d'opportunité pour réveiller des gens. C'est-à-dire que là, par exemple, si le pass avec les nouvelles doses, avec les délais qui se rétractent, il y a des vaccinés qui commencent un petit peu à tiquer. ouais, Le problème, c'est que ça va demander un courage, qui va être très important à tous ceux qui sont au courant. Puisque, par exemple, là, je prends l'exemple, si le pass sanitaire arrive dans les entreprises, je pense que malheureusement, il y a quand même parmi, je sais pas, 5 millions là qu'on est apparemment, beaucoup de gens qui, 5 millions, ouais. ouais, beaucoup de gens qui malheureusement vont peut-être aller se faire vacciner parce que ou faire un faux pass ou je sais pas, mais juste parce que, bah, actuellement, comment vous voulez faire? Il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir, ramener de l'argent à la Eh maison oui. et si c'est pas le cas et si on va jusqu'au bout de nos convictions, on pense à des choses qui sont plus difficiles, à une vie qui est beaucoup moins confortable, Ouais. que moi j'ai déjà, intégrée dans ma tête, mais qui est très difficile à intégrer pour beaucoup de gens. Donc, Mmh. je sais pas de quel côté ça va pencher, je sais pas s'il y aura assez de monde courageux pour aller au bout de leurs idées. Je tiens juste à rappeler que, voilà, si on est encore 5 millions de non vaccinés, heu, on était tous d'accord pour dire, à ceux qui hésitaient à se faire vacciner de pas enfin, de leur dire de pas aller se faire vacciner parce qu'ils nous mettaient, nous, Bah oui. dans la merde finalement, parce que Mmh. plus on allait être moins on allait être nombreux, plus on allait pouvoir nous taper dessus. Il faut garder ce raisonnement, c'est que si on est 5 millions à ne pas aller se faire vacciner, ça va être une épine dans le pied qui va être quand même assez importante. Par contre, s'il y en a la moitié qui cède, pour l'autre moitié, ça va devenir très compliqué. Moi, j'ai entendu parler d'autres chiffres, hein, 35 de la population qui n'est pas vaccinée, ce qui ramènerait à 25 millions. Ça, Après, c'est je par pense rapport, du que coup, à la dernière dose, si je me rappelle bien. ouais, mais à part moi, ça fait des mois que j'entends qu'on est à peu près 25 millions à rien s'être injectés. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont cédé. Ensuite, je pense qu'il y a des gens qui se sont débrouillés pour avoir, comme tu disais, des faux, des choses comme ça. Hem Ensuite, moi aussi, ce qui m'inquiète, c'est de la montée en puissance de gens qui pensent à mettre fin à leur vie parce que ils perdent tout, quoi. C'est Mmh. du jour au lendemain, tu es même plus un clochard, tu même plus un clochard. Tu vois? Un clochard, à la limite, on pouvait s'arrêter, lui donner une pièce, on pouvait à la limite, l'aider et l'emmener dans des structures d'accueil. Là, c'est même plus ça. C'est-à-dire que le choc psychologique qui est là, c'est que tu n'appartiens plus à cette société. Tu imagines le vide dans lequel tu tombes, il y a aucune sécurité, il y a plus Ouais, rien, c'est quoi. clair. Ouais, c'est C'est clair. Mmh. hallucinant. Alors justement, pour, contrer un petit peu tout ça, le 22 décembre, j'ai vu que tu avais créé, donc un collectif Français Libre, sur différents réseaux, notamment, Telegram et et je voulais que tu nous en dises un petit peu plus. Pourquoi, justement, à l'arrivée de cette fin d'année, tu t'es dit: «Bon, bah, là, je vais créer ce collectif». Quel a été le moteur? Ouais, alors je vais faire le lien du coup avec ma chaîne puisque, Ouais, donc je faisais des revues de la semaine et puis j'ai arrêté récemment, la dernière que j'ai faite, je crois, c'est sur les élections pour ouais, 2022. Et je me suis un peu arrêté parce que, bah, en fait, je me suis retrouvé face à un constat de se dire, tous les trucs qu'on avait anticipés, qu'on a alerté les gens, bah, finalement on est dedans actuellement, ce qui fait que, quoi dire de plus à part: «On vous l'avait dit». Puis j'ai pas ouais, envie de faire des vidéos pour dire: «On vous l'avait dit». J'avoue que la capsule de la Croix du Sud où il a expliqué ça est un peu en accord avec ce que je pense aussi. Hem, et puis, j'avoue que c'est un cheminement personnel encore une fois. On parlait du fait de où est-ce que ça va déboucher? Est-ce qu'on va passer du bon côté ou du mauvais? Hem, et du coup, en fait, bah, j'ai dû moi-même accepter l'idée hem, que comment? Je suis désolé, ça a dû bugger un petit peu, c'est pour ça que ouais, non, ça va, ça va. ouais, ça va, parfait. J'ai dû moi-même accepter l'idée que, bah, potentiellement, ça irait plus loin et que potentiellement, on devrait se battre et que ça irait peut-être pas du bon côté Ouais, et du coup se préparer contre ça. Donc ça a été déjà un cheminement personnel d'accepter l'idée que l'issue ne soit peut-être pas positive, rapidement mmh, et du coup, dans ma tête, je me suis dit: «Bah, maintenant que tu as intégré ça, faut s'organiser, quoi. Faut y aller de manière concrète, pratique». Hem
Et Oui. bah, c'est ce qui m'a amené à créer donc ces groupes Français Libre donc sur Telegram, qui regroupent actuellement plus de 2 500, personnes donc dans les différents canaux. On les a Mmh. répartis par région pour que Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. ouais, pour que du coup, bah, ça facilite les actions. C'est-à-dire que, alors on pense même à faire encore, peut-être départementaux et cetera. Alors le premier objectif de ces groupes, c'est, recréer du lien. Voilà, on parlait, j'ai 5 000 000 de vaccinés, on peut être plus, je suis d'accord, les chiffres sont peut-être biaisés. Mmh. Mais à l'échelle, à son échelle humaine, des fois, c'est très compliqué de déjà trouver un non vacciné dans tout son entourage. On se sent très seul, dans les familles où on n'est pas d'accord, ça devient très compliqué. Ce qui permet du coup de créer du contact, de créer des échanges avec des personnes. On se rend compte, bah, tiens, moi je suis voisin, là, quand je vois tous ces messages-là, moi c'est magique quoi. Les gens retrouvent des personnes qui sont juste à Bah côté de oui. chez elles, Mmh. qui connaissaient pas et qui faisaient pas de bruit et qui étaient comme eux. Et donc créer du contact, permettre aux gens de se rencontrer. Donc, comme je leur explique, c'est nous, on est là pour proposer une plateforme, un lieu d'échange, mais après c'est à eux de faire. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons dire: «Vous allez organiser une réunion entre vous à Melun». Oui, voilà, C'est aux s'ils veulent gens de monter un faire. collectif dans leur ville et ils se rendent compte qu'ils sont une quinzaine ou une centaine, ils peuvent se dire: «Tiens, on va monter un collectif» et grâce à ton réseau, de Français Libre, on sait qu'on va toucher des gens proches de chez nous. C'est ça, c'est exactement ça. Le fait que j'ai Mmh. lancé ça, je l'ai lancé parce que voilà, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Je suis à 12 000 sur Twitter, 15 000 sur YouTube et cetera. Le fait que moi je l'organise, ça ramène du monde. Donc Eh en fait, oui. le seul objectif que moi j'ai, c'est de regrouper ce monde-là. Après, ce que les gens en font, finalement, moi ça m'est égal. Ils trouveront les idées par eux-mêmes. Contrairement à la citation du départ, je crois au peuple, Ah, une l'humanité, partie, eh oui. peut-être pas toute la toute la frange de la population, mais je crois quand même que, et je l'ai vu avec des rencontres que j'ai fait récemment, à des personnes intelligentes, qui voilà, qui réfléchissent, qui s'organisent, qui ont des idées, qui ont des idées très concrètes de choses à mettre en place. Et depuis donc qu'on a créé ça, bah, il y a des initiatives qui ont été lancées. J'en cite quelques-unes juste pour donner un peu des Ouais, des idées de ce qui est fait. Et encore une fois, moi j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai juste proposé aux gens tu de as se mis en réunir sur lien. ces groupes. J'ai mis en lien. Voilà, Voilà, tu as ouais. très bien résumé, je cherchais le terme. Et et eux, ils ont créé. Alors, il y en a, ils ont créé, enfin, des choses toutes simples. Il y en a, ils ont invité des personnes pour une galette des rois. Il y en a, ils ont invité, des gens, à faire des sorties, des routards, des sorties en Auvergne. Juste recréer du lien, juste, vivre, revivre, entre nous, se rencontrer en réel et puis ensuite des choses plus, concrètes, des actions ou des choses plus, qui tendent vers l'autonomie ou ce genre de choses. Donc, par Mmh. exemple, il y a quelqu'un qui a créé un PDF survie qui fait 100 gigas. Waouh! Franchement, il est énorme son truc, hein, que ce soit sur la Mmh mh. permaculture, sur tous les sujets, bah, ça, il l'a partagé. Voilà, c'est des choses qui sont énormes. Il y en a d'autres qui proposent d'acheter des terrains à plusieurs, donc avec des hectares et créer comme une petite Eh communauté, oui. et du coup, ça permet de rentabiliser, de pas payer trop Bah, ce cher. qu'avait fait, Pierre Rabhi, avec, ses colibris. Tu sais, il y avait des collectifs qui achetaient, dans ces colibris, qui achetaient des terrains à plusieurs et puis il faisait des modes de culture, raisonnés, plus que raisonnés, je veux dire, en parfaite, autonomie, avec des habitats, qui respectaient, des normes très sévères d'écologie et cetera. C'est ça. C'est vraiment ça et c'est vraiment dans l'idée que nous, on n'a pas de baguette magique, hein, on Ouais. est on est comme tout le monde, on n'a pas de solution miracle pour vous dire comment on va s'en sortir. La seule chose que moi je sais, c'est que, dans l'histoire, on s'en est sorti. Il y a eu des révolutions, il y a eu des révoltes parce que les gens se sont fédérés, parce que les gens se sont rencontrés dans des bars, parce que les gens Ouais. ont échangé et le simple fait d'échanger fait qu'on trouve des solutions. Hem Une personne ne trouvera pas forcément toutes les solutions. Par contre, un groupe de 15 personnes va trouver des idées qui vont être énormes et puis ils vont tester, ils vont tâtonner, ils vont tester des choses qui vont pas Bien fonctionner sûr. et ils vont tester des choses qui vont fonctionner. Oui, puis ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, comme tu dis, on associe toutes nos idées et puis on les essaye du coup. C'est ça qu'il faut faire, c'est essayer. Et puis après, on se dit, bah tiens, bah non, ça marche pas. Mais on sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire maintenant de cette façon-là.
C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, ça a été vraiment le cœur de ce groupe-là, enfin de ce projet-là. Ouais. Après on est très modeste, c'est-à-dire que, bah, on n'a pas de moyens, on gère ça à 4 modérateurs pour une dizaine de groupes. On fait vraiment, bah, comme on peut, donc il y a des critiques qui passent, on les entend, on n'est pas une structure, on n'a pas de moyens financiers. Maintenant, l'objectif que j'ai à titre personnel, c'est que les gens puissent trouver un endroit pour se rencontrer, échanger, prendre contact, pour ensuite créer des choses entre eux. Pour moi, cet objectif-là est déjà atteint, Ouais. et j'espère qu'il sera atteint, encore, de manière plus importante avec plus de gens, avec tout ça. Après, on est sujet à critique aussi puisque, il y a des infiltrations, c'est-à-dire que dans ces groupes, on sait très bien qu'il y a des comptes qui sont créés, qui sont là pour faire détruire ce genre d'initiative puisque ça gêne. Mmh. Surtout qu'on est sur une plateforme comme Telegram qui, pour le moment, je croise les Mmh. doigts, ne censure pas, puisqu'avant on avait créé un petit quelque chose comme ça sur Discord, mais on avait été censuré. Sur Telegram, par contre, ça pose problème puisque Telegram ne censure pas, ce qui fait que ces groupes-là, pour le moment, sont destinés à perdurer dans le temps. Ce qui fait que c'est vraiment intéressant. Mais heureusement, et c'est aussi des signes positifs de voir que les choses avancent aussi, c'est qu'on a aujourd'hui des plateformes alternatives qui nous Ouais. permettent de créer ça. Si des plateformes comme Telegram, Gather, tout ça n'étaient pas intervenues, on serait encore avec Facebook, Twitter, à Ah essayer bon, d'organiser des choses. ouais, on n'aurait rien en fait en dehors de se contacter directement, comme à l'époque avec un bon vieux téléphone. C'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'il y a eu aussi, des collectifs qui ont dit: «Voilà, s'il y a un blackout de tout ça, on se donne rendez-vous». Il y a des points de rendez-vous, devant l'église ou devant les mairies, à 21 heures, je ne sais plus quel jour, si ça devait être le cas. Donc on est quand même vachement mieux préparé que, j'ai envie de dire, nos aïeux de 1940 où à l'époque, il y avait, allez, peut-être 2 journaux, 3 journaux et puis voilà, c'était l'info pour aller gratter, de l'information, c'était C'est ça. compliqué, hein. Et le côté, numérique, Mmh. est à la fois un avantage, comme tu viens de le décrire très très, justement, le fait de pouvoir se fédérer plus facilement, et aussi un désavantage puisque, Eh oui. avec la censure et puis aussi avec le contrôle, d'internet, tout ça ne facilite pas Bah, c'est à et double c tranchant. Ouais. voilà, et c'est aussi dans ce sens-là que je voulais, alerter, c'est que, encore une fois, avec un regard historique, on traverse une crise qui est finalement un peu similaire à certaines crises, c'est-à-dire qu'on se bat contre des tyrans finalement qui veulent, encore une fois assouvir l'humanité. Est-ce que c'est pas, le cycle, le cycle, de l'humanité? C'est juste qu'on est avec des contextes différents. Là où je mets un point de vigilance important et où je dis que notre rôle à tous, qui sont éveillés, notre responsabilité est énorme puisque avec le contrôle, numérique qui peut y avoir derrière, on le sait, on parle d'identité numérique, de crédit social et cetera. Hem, il y a ce côté-là que je retrouve dans Alexis Cossette qui l'explique très, très bien, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui civilisationnel, c'est que avant on était esclave, mais on pouvait s'enfuir des champs. Avec le Mmh. avec le numérique comme on l'a actuellement et qui tend à se développer dans ce sens-là, heu, potentiellement l'esclave ne pourra pas sortir du système. C'est pour Ouais. ça que je dis que le combat actuel, il est d'une importance, on l'imagine pas en fait. On est comme les situations passées en histoire, mais avec le côté numérique qui peut asservir, l'humanité, complètement quoi. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre aussi. Oui, c'est-à-dire que le combat, il est beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, que juste, faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que derrière, si on prend conscience, comme tu viens de le dire, de l'aspect numérique, de l'aspect esclavage numérique, parce qu'on est tous aujourd'hui attachés à notre portable, à notre ordinateur, à quelque chose de numérique, hein, nos cartes bancaires et cetera et cetera. C'est devenu une habitude. Vouloir, se déposséder de tout ça, ça devient très, très, très compliqué. Et c'est quasi on s'aperçoit, c'est quasi impossible. On a besoin du numérique, comme tu dis, pour communiquer. Si demain il y a un blackout, on l'a tous vu quand il y a eu le blackout là, il y a quelques mois de Facebook, bah, ça faisait bizarre, quoi. Du coup, on n'avait plus le Facebook. Bah, on a beau le critiquer, mais c'est vrai qu'on communique beaucoup dessus. Donc il y a des réseaux aussi qui se sont mis en parallèle. Je pense à des réseaux comme Solaris où des gens, réapprennent, aux personnes à se servir de Sibi pour pouvoir communiquer. Donc c'est vrai que et quand on se met là-dedans, on se rend compte que waouh, c'est vraiment long. On revient à une forme de lenteur des années 50, 40, 60. Là,
Nous, aujourd'hui, l'ère numérique va très, très vite Ouais. et c'est là le piège. Il y a aussi une autre réflexion que je me suis faite, c'est que très vite, dans cette crise, on a vu des gens comme Florian Philippot prendre position clairement, faire des manifs, dénoncer ce qui se passait avant qu'il y ait toutes ces grandes manifs et du coup, toi et moi, on est souvent taxés de: «Ouais, mais c'est des trucs extrémistes, ouais, vous êtes, des extrémistes de droite», et cetera. Hem Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit ignorer, nous, des gens, qui sont, dans la vérité parce qu'ils sont, d'extrême droite? Je veux dire, moi, je ne sais pas, quelle est ta réflexion, toi, là-dessus? Quand on te dit: «Ouais, mais tu es un extrémiste de droite». J'avoue que ça m'atteint pas du tout parce que, encore une fois, avec un regard historique, on a traité des gens de sorciers, de sorcières, je veux dire, l'exemple de Gaulle aussi, est un exemple très intéressant. À l'époque, il était vu comme si on prend des citations de certains hommes politiques, connus de l'époque, il était le nouveau fasciste, il était le nouveau Hitler. Parce qu'on ne voulait pas qu'il prenne le pouvoir en France, on aurait préféré Pétain. Enfin, Ouais. je veux dire, il faut se remettre à chaque fois dans le contexte historique. On en revient à ce qu'on disait au début, hein, heu, on fait passer des personnes qui sont dans le vrai pour, des fous, et puis on s'aperçoit des années plus tard que finalement, c'était ces personnes-là qui aujourd'hui, heu, nombreux sont les hommes politiques en France qui adoubent, qui sont là, qui vénèrent, De Gaulle et qui, pourtant prônent, l'inverse, et Oui. prônent le contraire actuellement. Ce qui fait qu'on est vraiment dans cette inversion des valeurs, que ça soit, sur les termes qu'on utilise et d'extrême droite ou ce genre de choses. J'avoue que moi personnellement ça m'atteint pas beaucoup, Mmh. s ouais. Heu, j'ai vu aussi que tu avais dit lors d'une de tes nombreuses capsules qu'aujourd'hui, on était vraiment dans le communisme chinois. Est-ce qu'on peut toujours affirmer ça aujourd'hui, qu'on est vraiment, encore une fois, dans le communisme chinois, dans cette dictature, chinoise qui est appliquée en Europe et un petit peu partout dans le monde? Là, on a pris le modèle chinois, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui ou est-ce qu'en 2022, on peut dire que ouais, ça a légèrement, changé ou dérivé? Je le pense. Après, je peux me tromper là-dessus, mais c'est vrai que, bah, si on reprend les événements les uns après les autres, selon moi, il y a pas vraiment de doute. Le confinement, pourquoi est-ce qu'on s'est confiné? Bah, parce que la Chine a décidé de se confiner. Si la Chine n'avait pas décidé de se confiner, je parie que personne ne se confinait. Ouais. Enfin, comment dire? Le pass sanitaire qui est arrivé, pareil, de Chine, le crédit social qui est, pour moi, sur le point d'arriver en France, puisque finalement, j'avais mis des vidéos à l'époque je crois que c'était qui avait fait ça? C'était peut-être, Capital ou je sais plus, qui avait été voir ce qui se passait en Chine par Ah rapport au oui. crédit social. Ils avaient Mmh. fait finalement une Oui, bonne, c'était Capital. ouais, Ouais. et je me disais à l'époque: «Mais waouh, c'est quand même dingue ce qui se passe là-bas» et je me dis: «Mais Mmh. c'est impossible que ça arrive en France» et en fait, aujourd'hui, je me dis: «Mais on y est pratiquement» parce que, si on en est à accepter que des non vaccinés ne peuvent pas aller, se faire soigner à l'hôpital, ou d'aller voir leurs grands-parents dans les EHPAD ou des personnes qui sont hospitalisées ou autres. En fait, on est en train de dissocier les droits de 2 catégories de citoyens. On est en train de dire: «Il y a les bons citoyens qui écoutent le gouvernement et les mauvais citoyens». Si on a déjà accepté ce bon citoyen, mauvais citoyen, on a accepté le prélude au crédit social chinois Ah oui, on est en plein dans la soumission, hein. et c'est pour ça que je veux dire, toute cette haine contre les non vaccinés, ça vient pas de rien, ça pousse vraiment à ce que la population accepte qu'il y ait des bons et des mauvais citoyens et qui fassent passer pour des boucs émissaires. Mais du coup, c'est pas juste la question bouc émissaire, c'est la question crédit social. Mmh. S les gens, dans leur fond intérieur, ont déjà accepté qu'un crédit social puisse être mis en place, en France. Au Canada, par exemple, je sais plus ce qui est passé récemment, là, c'est sur ceux qui enfin, plus de chômage pour les non vaccinés. Ouais, c'est ça. Hem, enfin, toutes ces mesures-là, c'est un engrenage, ça va pas s'arrêter, à Pôle emploi, ça va être les prêts immobiliers, ça va être, Ah bah, moi, j'ai vu certains syndics, je ne sais pas si tu l'as vu passer ce truc-là, certains syndics en France, seraient prêts à n'accepter que des gens vaccinés. voilà, Donc, tu vois? si on rentre dans cet engrenage-là, on n'en finit Mmh. pas et la finalité pour moi, c'est le crédit social. Donc oui, selon moi, on est toujours dans Mmh. ce communisme chinois.
qui, finalement, il y a eu quelques, alertes là-dessus. Alors là, j'essaie de faire travailler ma mémoire parce que ça date un petit peu. C'était alors soit au tout début du covid, soit juste avant le covid, il y avait eu une grosse affaire où on s'était rendu compte qu'il y avait des espions chinois dans beaucoup d'entreprises. Alors je ne sais pas si Ah, c'était tu avant vois le ce que je veux Covid. dire? Je crois que Oui, c'était juste oui, avant je le vois. covid. C'était juste avant. Beaucoup d'espions qui gravissaient les échelons, qui Oui. rentraient dans les différentes entreprises françaises et cetera, peu Bah, aux françaises, mais même États-Unis, hein, européennes, aux aux États-Unis, Trump, il États-Unis. en avait mis dehors, hein, si je me souviens bien, Voilà. hein, quand il était encore président. Voilà, c'est ça et on Mmh. sait que enfin moi je suis pas un expert de la politique chinoise et de leur façon de faire, mais j'ai retenu une chose moi, c'est, Sun Tzu, comme on parle très, très bien Alexis Cossette, c'est l'art de la guerre, c'est-à-dire de Ouais. gagner sans faire la guerre et on se rend compte que la dissimulation, le fait de rentrer dans des entreprises de manière sournoise, de pousser vers son mode de fonctionnement, de jouer avec les médias, de jouer avec, ces sphères d'influence, sans être visible finalement, sans être finalement, mis, à la télévision, fait que, on se dirige vers un crédit social sans à petits pas, sans vraiment le savoir, sans vraiment savoir qui est derrière. Donc ce côté un peu pernicieux, ce côté un petit peu, de jeu en coulisses me fait penser que la Chine a un rôle, plutôt important là-dedans. Et moi, je vais te rejoindre là-dessus parce que bon, j'ai eu la chance d'aller en Chine avant tout ça. Moi, j'y suis allé en 2012. Et déjà, on m'a expliqué, parce que tu ne peux pas, à l'époque, et encore aujourd'hui, plus, tu ne peux pas aller en Chine si tu n'es pas invité par quelqu'un. Donc, c'est une amie chinoise qui vit en France, qui a fait en sorte que sa famille nous invite. Et on nous a expliqué déjà à l'époque, c'est l'histoire de crédit social, c'est l'histoire de je peux prendre l'avion pour me déplacer d'un État à un autre parce que je suis un bon citoyen. J'ai oublié d'aller voter, ou j'ai marché en dehors des clous, j'ai pris une amende que je n'ai pas réglée. Là, je suis j'ai un crédit qui est négatif ou qui est proche de zéro. Donc là, je ne peux même plus embarquer dans un avion. Ce n'est pas possible de payer mon billet. Et je ne pourrais surtout pas sortir de Chine. C'est-à-dire que les citoyens qui sortaient de Chine, c'était des citoyens qui étaient très bien notés, parce qu'ils Ouais. devaient quelque part représenter la Chine. Et toi, tu as dit aussi quelque chose de très important. Et moi, ce que j'ai retenu du discours de Macron du 16 mars 2020, c'est le fait qu'il ait dit: «Nous sommes en guerre». Et oui, et je pense que dans la tête des gens, ça les a sidérés. Ils ne l'ont pas cru, parce que les gens autour de moi, en tout cas, et à tous les gens avec qui j'ai pu en parler, ne comprenaient pas qu'on puisse être en guerre alors qu'il n'y avait pas de troupes en face, qu'il n'y avait pas de militaires engagés. Parce qu'on a été élevé comme ça. On a été élevé dans la guerre, c'est des militaires qui s'affrontent, c'est un pays contre un autre. Et là, c'est une guerre effectivement, mais c'est une guerre bactériologique, c'est une guerre, on le voit bien, virale, c'est une guerre d'idéologie. Donc l'ennemi, il est pas là où on pense. Ouais, ouais, bien sûr et cette notion de guerre est primordiale, heu et et je reviens, enfin, c'est un peu un autre thème, mais c'est un peu en lien, quand même. Heu, pour moi, ce qui favorise, la situation actuelle, c'est une, mauvaise compréhension du mal. Tu es pour l'union de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, un Français qui a reçu ces 3 doses est un Français uni et libre, selon toi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce Ouais, que, enfin, dire des personnes avec qui je parle, il y a de toutes sortes, il y en a, ils iront jusqu'à la 150e dose s'il y en a 150, mais il y en a qui, dose après dose, se posent des questions. Ce qui est difficile pour ces gens-là, c'est que le retour en arrière va être très difficile. Ils doivent, remettre en question, le monde dans lequel ils vivent finalement. ouais. Heu, de se dire qu'ils ont pris 3 doses, pour rien ou voire même pour des effets indésirables, qu'on les a montés contre des personnes, enfin je veux dire le pas à la franchir est énorme. Eh oui. Je Mmh. ne sais pas combien auront le courage de le faire. En tout cas, s'il y en a qui auront le courage, franchement chapeau à eux, parce que c'est limite plus simple dans notre situation de continuer dans notre Oui, conviction parce que que pour eux, finalement, ça leur demande un effort tellement, surhumain. Je veux dire, surhumain. c'est un changement de paradigme pour eux, radical. Bien sûr et le saut à franchir est énorme, parce que voilà, si on parle de passe sanitaire dans les entreprises, Ouais. combien, même enfin, combien de Français seront aussi assez courageux pour aller au bout de leurs convictions malgré ça, quoi? Donc c'est sûr que c'est pas gagné. Je sais pas si ces personnes-là sont
Actuellement, elles ne le sont pas, elles ne sont pas libres. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas l'être. Il y en a, j'espère, qui Ouais. reviendront du bon côté, mais c'est pas évident. J'ai à la fois de la compassion pour des gens qui juste n'ont pas compris, et par contre, un peu plus de rancœur contre ceux qui, Ouais. comment dire, semblent avoir compris, mais qui veulent juste jouer le jeu. Hem voilà, c'est encore une fois, ça, c'est de la psychologie, c'est parmi toute cette population toute cette masse, il y a Ouais. vraiment de tout et c'est vraiment pas évident de se positionner là-dessus. J'espère qu'il y en a qui auront le courage de revenir en arrière, quoi. Parce que justement, je vais enchaîner avec ma prochaine question qui est un petit peu la continuité de celle que je viens de te poser. C'est que penses-tu de ceux justement qui se réveillent après la troisième dose? C'est-à-dire qu'ils ont pris une première dose, ils se sont dit, bon, allez, je n'ai pas le choix, je fais une dose. Puis après, il y a Et la jamais deuxième 203. dose. Voilà, bon, allez, je fais la deuxième dose parce que bon, hein. Et puis finalement, la deuxième dose, c'était pour retrouver les libertés, tu vois, tout le narratif. Et puis ils se disent, bon, bah, la troisième dose, c'est pour retrouver quoi? Tu vois? Ouais, bah, oui, c'est sûr qu'il y en a qui décrochent, c'est clair qu'il y en a qui décrochent parce que le narratif ne colle plus. Si on regarde les chiffres actuellement, je remercie LCI pour la première fois, c'est la première fois que je remercie LCI, qui ont fait, très récemment, je ne sais pas si tu l'as vu, ils ont fait le graphique avec Omicron, le graphique cas décès mondial. Oui, ouais, ouais, C'est je l'ai vu magique, celui-là. il y a juste rien à dire. Il Bah, y a une explosion de cas, on est à 1 million par jour, je crois, c'est ahurissant. ouais. Mais en décès, c'est ridicule. Donc Bah, c'est le les docteur Malone sur Fox qui a expliqué qu'aux États-Unis, tout confondu, il y avait 10 décès. c'est Voilà. ça. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sortent quand même, hein, je veux dire, il y a de la censure et autres, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Ouais. Le narratif, selon moi, s'est effondré, de miette en miette. Alors il en reste encore debout, mais on en est réduit à ce qu'on ne parle plus que de cas et non plus de décès. Mmh. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont déconstruites et j'espère que ça suffira pour convaincre les derniers. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on vit une farce Ouais. finalement, hein, à l'échelle mondiale. C'est, c mais c'est comme on dit, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Mais Mmh. on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on vit à quelque chose qui est à l'échelle planétaire, c'est une farce mondiale que les gens se disent: «C'est pas possible que ça soit pas vrai». Mais c'est tellement gros Mmh. que ça retient encore les gens là. Ils arrivent pas encore à passer outre ça. Là, puis c'est passé tellement crème le fait qu'on dise aux médecins non, vous ne soignez pas, vous renvoyez vos patients chez vous avec du Doliprane. Tout le monde ça l'a accepté. Il n'y a pas un moment où les gens se sont dit mais attends merde, mon médecin me renvoie chez moi avec de Doliprane, je suis malade, j'ai mal aux poumons, j'ai du mal à respirer, il faut que je reste chez moi. Alors qu'il Et y puis a combien des quelques ouais. mois avant le mois de mars, on soignait ces mecs-là, c'est-à-dire qu'on leur donnait des antibiotiques, on leur donnait des traitements et ça personne n'a percuté là-dessus quoi. Ouais et puis combien d'autres, sujets comme ça, hein? Mmh. Par exemple, je rebalance toujours le sujet de l'hydroxychloroquine parce Ah que bah ça. moi j'arrive toujours pas à comprendre qu'on en soit toujours au même stade. C'est-à-dire qu'on a été à 2 doigts de mettre l'hydroxychloroquine, ensuite il y a eu l'étude The Lancet, du coup, bah, on a interdit l'hydroxychloroquine. L'étude The Lancet, les auteurs se retirent, donc on se rend compte que c'était une farce Et et rien. et depuis, on est en 3 janvier 2022, il s'est rien passé depuis. Mmh. On est resté sur quelque chose qui est, voilà, qui est passé à la trappe alors que c'était complètement dingue. On est passé à côté du Rivotril dans les EHPAD plutôt que, je sais pas moi, tester des médicaments plutôt que de les faire partir plus vite. Mmh. On est passé à côté de choses, qui sont choquantes. Alors il y en a qui n'ont pas vu, il y en a qui n'ont pas eu l'information, Ouais, moi je me souviens mais des 400 000 morts ou des 500 000 morts annoncés en Grande-Bretagne. mmh Ils sont où? bah, si on compte, tous les ans et qu'on remet pas à zéro tous les ans, dans quelques années, on y sera, mais Mais ouais, mais même les chiffres officiels de comptage de l'épidémie, tu as vu qui est sorti au mois de c'était oui, septembre-octobre, oui, c'était 2 2 des 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 lits de hospitalisations. réa. Alors, bah, justement, ça va enchaîner avec ma prochaine question. J'ai vu passer moi, l'excellent docteur Édouard Broussalian, Édouard, si tu regardes, coucou, qui disait justement: «Sans test PCR, pas de pandémie». Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, on touche, un point, crucial. Le Mmh. test PCR, on s'en rend compte actuellement puisque si on n'avait pas les cas, ben, il y aurait plus d'épidémie.
Donc ça a été très longtemps, alors pas pour la première vague puisque bon, la première vague, il y a bien eu pas mal de morts, enfin pas mal de morts. Si on met encore à l'échelle, c'est peu, mais je veux dire, les tests PCR ont eu un impact, énorme, et le simple fait que, l'inventeur soit décédé, un peu avant le covid, a servi l'état profond, je vais pas mettre de lien, mais même si Ouais, ouais. je pense qu'il y en a un, mais Mmh. que l'inventeur du test PCR qui disait lui-même: «Attention, de la manière dont vous utilisez le test PCR», il serait là aujourd'hui, il se retournerait, Bah, dans il sa a tombe parce dit que et en plus, il a dit: «Attention, si vous cherchez à détecter une maladie avec cet PCR, vous allez trouver de tout et de rien, mais ça à aucun moment vous pourrez affirmer à un patient qu'il est malade». c'est ça et je veux dire, je suis prêt à parier que si on avait eu ce personnage-là qui était vivant pendant le covid, Voilà. je pense que le narratif aurait été beaucoup plus compliqué que ça à tenir puisque si l'inventeur lui-même remet en cause, l'utilisation de son produit, enfin là, en l'occurrence de son test, c'est que quand même, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, bah, cette personne-là, elle manque, quoi. S'il avait été là, il aurait une position neutre. Il aurait pas dit: «Ce mon test PCR, c'est de la merde». Mais, il aurait une position neutre. Il aurait dit, «On peut l'utiliser, mais comme ci, comme ça et surtout pas, faire tester tous les élèves d'une classe, quand il y a un cas». Donc, voilà, le test PCR a eu une importance, énorme Et puis c'est un dans la crise. instrument magique, c'est-à-dire que tu le cycles à 55 cycles comme c'était le cas au début et je pense que c'est resté le cas parce que même si on nous vend qu'aujourd'hui il cycle à 25 ou 30, mais à l'époque, il y a tous les grands chercheurs disaient: «Mais il faut arrêter de cycler ces tests RT-PCR à plus de 25 ou 30 cycles parce qu'on va trouver des virus morts de partout». C'est ça. Alors aujourd'hui, on nous dit: «Oui, alors, ce test PCR, c'est marqué dessus, ça a été, il a été cyclé», quand on va dans les labos, on voit le résultat, c'est cyclé à 25-30 cycles. Mais, alors du coup, rhume, grippe, maladie pulmo et cetera, ça a disparu. Oui, bien sûr et puis, bah, là, j'ai eu le cas récemment là dans mon entourage d'une personne qui est testée covid et elle voulait savoir si c'était le Omicron. On lui a dit: «En fait, c'est la grippe». Donc c'est assez magique. Ouais. Et c'est vrai que voilà, le côté cas, enfin je veux dire, on va pas rentrer encore, mais c'est vrai que ce serait quand même important de le repréciser. On a tout confondu, on a confondu cas et malade, Mmh. heu, on a confondu tout ça, ce qui fait que il y a plus rien de logique. Aujourd'hui, si on testait les gens pour la grippe, ben, on trouverait, je sais à l'échelle mondiale, on trouverait 1 million de cas pour la grippe. Et est-ce que pour autant on mettrait le masque? Est-ce que pour autant on aurait un pass sanitaire? Est-ce que Et quand on sait que la grippe tue, en moyenne beaucoup plus de gens tous les ans que le covid, hein, bien si on sûr. avait les chiffres, on était autour de 0,5 pour le covid et la grippe aux alentours de 2. Est-ce qu'on serait toujours dans ce narratif à dire aux enfants, «Vous êtes des tueurs si vous allez Oh voir là votre là. grand-mère, alors que vous n'avez pas le masque» et cetera. Alors que, voilà, moi je l'ai souvent utilisé comme argument même au sein de ma famille. C'est que, si j'ai envie de voir ma grand-mère, je vois ma grand-mère, la les années Ouais. passées, c'est parce qu'il y avait la grippe que j'allais pas la voir. Donc finalement, voilà, le côté cas, le côté test PCR a eu un impact énorme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur une pandémie extraordinaire. On est sur un petit virus qui Oui, tue, oui, sur une épidémie, voilà. Pour voilà, moi, on est c'est sur il une y a épidémie. Une c'est pandémie, c'est ça, pas ça, hein. c'est ça. Le narratif de dire que c'est une pandémie, c'est comme le narratif de dire qu'on a des vaccins, c'est faux. Il y a pas de pandémie, c'est une épidémie. Il y a pas de vaccin, c'est des injections expérimentales. Voilà et tous les mots utilisés, sont déformés et Ah oui, puis quand on ne déforme pas les mots, on en utilise d'autres. Par exemple, on parle plus de distanciation physique, on parle de distanciation sociale. C'est très fort comme mot distanciation sociale. ouais. Vous avez plus le droit de voir vos familles, de voir vos amis. C'est même plus de la distanciation physique alors que Mmh. scientifiquement parlant, je vois pas quelle est la différence entre distanciation sociale et distanciation physique. Distanciation physique, oui, distanciation sociale, non. Mmh. Si on respecte des distances et autres, bien sûr qu'on a le droit de voir sa famille et ses amis. Enfin voilà, c'est vrai que toute la sémantique, avait de l'importance Ouais. et c'est vrai que, encore une fois, hein, les tests PCR, les cas contacts, tout ça a fait que tout le vocabulaire qui a été employé a été à dessein, mais parce que, on parle très peu des décès et Bah, des voilà. hospitalisations. Parce qu'on fait, focuser les gens tous les soirs au journal de 20 heures. Il y a tant de cas. «Oh là là, tu as vu, il y a des cas. Oh là là, bah, vite, on remet des masques. Alors on met les masques dans la voiture». Non mais sérieusement, un masque, est-ce que les gens se rendent compte qu'un virus
Et si on prend les mailles d'un masque, vous avez vu la taille du virus, ça passe entre. Alors les gens vous disent oui, mais dans les gouttes d'eau. Et alors, les gouttes d'eau, ça fait quoi? C'est Mmh. la goutte d'eau qui passe pas, mais le virus, lui, vous croyez quoi? Mais bien sûr qu'il passe. Mais on veut une société qui est à la finale, une société, aseptisée. On veut une société Muselé. avec plus de malades, avec plus de maladies, où Ouais. le concept de là, je l'ai entendu récemment, hein, le concept de système immunitaire va bientôt être un terme complotiste. Ah oui. Il n'existera bientôt plus de système immunitaire, ce sera grâce à la science que vous pourrez survivre. Ce qui Hmm. détruit, enfin, en fait, ce qui n'explique pas notre présence à l'heure actuelle en tant qu'humain Bien en sûr. 2022, Ouais. puisqu'on aurait dû périr sans passe sanitaire, sans crédit, enfin, pardon, sans couvre-feu, sans confinement, sans tout ça, qui nous a sauvés, comme on le Oui, sait. puis Non, c'est notre immunité aussi, euh, dont on a hérité, toute bien sûr. l'immunité dont on a hérité, qui est excellemment expliquée dans l'homéopathie. Si on prend les travaux d'Hahnemann, etc., tout est expliqué. Je veux dire, il y a une hérédité immunitaire qui fait qu'aujourd'hui, si on a telle typologie de maladie, on va, en tout cas les homéopathes bons dans leur métier, vont les remonter dans l'hérédité pour voir, OK, bah, ça, c'est des dérivés de telle ou telle maladie du 17e, 18e qu'on continue à trimballer nous. Donc, l'héritage immunitaire, il est là, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on survit parce qu'on est rempli de bactéries et de virus et que sinon, on serait mort depuis belle lurette. Mmh. Mais moi, ça m'amène aussi à la réflexion de me dire, OK, alors aujourd'hui, on n'a plus d'immunité. L'immunité, elle n'est due qu'aux injections. Donc, si on devient un produit d'un laboratoire, du coup, c'est clairement expliqué, on n'est plus des êtres humains à part entière. On est des produits de laboratoire. Donc, on appartient au labo. C'est vers ça qu'on va. Oui, bien sûr, et puis le simple fait qu'on ne puisse pas se retourner contre les fabricants, Ah bah, heu, contre et personne, hein. voilà, c'est vrai que j'ai essayé d'informer des personnes de mon entourage juste, avec des choses très factuelles, même sans rentrer dans la question du covid ou du Ouais, vaccin, enfin, ou de l'injection, pour ce covid. Juste de dire: combien est-ce qu'il y a eu de scandales, pharmaceutiques, de médicaments où on a dit aux gens: «Allez-y, prenez-les, mmh, c'est bon, ça va fonctionner», et puis des 20 ans après, des personnes handicapées ou autres, qui se battent, David contre Goliath, en justice. Là, ils ont même pas la possibilité de s'y rendre en justice. C'est des choses qui devraient mettre, la puce à l'oreille, et puis depuis quand le gouvernement t'offre un cadeau, comme ça, parce que tu as fait quelque chose? Aujourd'hui, on n'arrive même plus à augmenter le SMIC, on n'arrive même plus à avoir des «cadeaux» entre guillemets du gouvernement, c'est pas des cadeaux, mais on n'a même plus de ouais, choses positives du gouvernement. Par contre, si on se fait injecter, on peut avoir, une glace, on peut avoir ceci, on peut avoir, des frites, on peut avoir des armes à feu, on peut participer à un loto, on avait fait la liste, à ouais, ouais, l'époque c'est pour la énorme. Ouais. vidéo de Vivre sainement. On avait fait la liste de tous les trucs qui avaient été donnés partout dans le monde. On se rend compte qu'il y a quelque chose de malsain derrière. C'est que si le produit est bon, le produit est bon. J'ai toujours Mmh. entendu quelqu'un qui me disait, «Si un produit est bon, j'ai pas besoin de faire de la publicité», et Bah oui. c'était quelqu'un qui était dans le côté nutritionnel. Il disait: «Tout ce que vous voyez à la télé pour la nourriture, c'est mauvais parce que une Bah oui, il tomate, faut le vendre. une bonne tomate, je la vends. J'ai pas Bah oui. besoin de passer à la télé pour la vendre». Donc c'est vrai que voilà, tout ce côté-là, mais c'est vrai que finalement, on peut avoir un regard, et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que finalement, il y a plein de portes d'entrée pour comprendre que ce qui se passe n'est pas bon. Mmh On mh. peut avoir la porte d'entrée, commerciale, là, par rapport aux vaccins, et cetera. On peut avoir la porte d'entrée historique, on peut avoir la porte d'entrée psychologique, le fait d'avoir dit tout et son contraire, que ce soit pas un Ah ouais. hasard, d'avoir dit tout et son contraire pour, mettre les gens dans cette confusion et dans cette peur et dans l'inaction. On peut avoir plein d'éclairages, qui peuvent nous permettre de comprendre, et je veux insister, alors il y aurait l'éclairage bien entendu scientifique, Mmh. mais là où je dis: «Attention», on a entendu beaucoup sur les plateaux télé cette phrase: «Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me prononcer». Faux, archi faux. Je vais moi, je dirai jamais ce qu'il y a dans les vaccins ou dans les injections parce que j'en sais absolument rien et je ne suis absolument pas du domaine. Par contre, comprendre des choses, lire des revues scientifiques qui disent que tel médicament, est bénéfique et qu'ils ont telle conclusion, vous n'avez pas besoin d'être médecin Bah bien sûr. pour y Mmh. adhérer. Bah bien Donc sûr. attention par rapport à ça. On a vraiment, en fait, cette phrase, elle a permis de dire aux gens: «Éteignez votre cerveau, vous n'êtes pas assez intelligent pour pouvoir comprendre ce qui se passe, laissez les médecins de plateau télé répondre à votre place». Mais le danger pour moi, il a été de dire, et ça remonte à il y a très longtemps, c'est de dire, c'est de se désolidariser
de notre corps, de notre santé. C'est de dire, voilà, je remets entre les mains de mon médecin ma santé. Donc, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui va faire. Mais ça, c'est une erreur fondamentale. On a fait la même chose pour la politique. On s'est dit, bah, moi, je me J'allais dire. désolidarise. Allez hop, je remets le côté vie citoyenne, vie politique, je remets ça entre les mains d'un mec et C'est ce qui que va en j'allais dire. faire je ne sais pas quoi. En Islande, ils ont eu, avant le Covid, ils ont eu réussi à foutre dehors leur gouvernement. Ça leur a pris quand même 2 ans, mais ils ont mis en place un gouvernement du peuple par le peuple où ils ont mis en place donc des sages issus du peuple pour justement conduire une politique gouvernementale. Et je pense, là, on est arrivé à un- à une fin. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on cite depuis tout à l'heure, depuis le début de cette interview, finalement, on est dans une espèce de féodalisme. C'est quelque chose de féodal. Il y a toujours eu des rois et puis il y a eu des sbires. Quoi qu'il arrive, qu'on ait nommé président ou autre, on est toujours dans ce même carcan. Et je pense qu'effectivement, le grand reset que nous promet Klaus Schwab et ses copains, c'est effectivement à nous de le faire parce que si on ne le refait pas, si nous ne faisons pas ce grand reset-là, c'est eux qui vont le faire pour nous. Et effectivement, on va devenir des objets, on va devenir des choses connectées, on va devenir des choses qui auront des zones de déplacement dans lesquelles on ne pourra aller ou dans lesquelles on ne pourra plus aller. Et puis, ça sera bien, tu vois. Et si nous, on ne fait pas ce grand reset de dire on fout tout ça dehors et on recommence effectivement une société humaine avec des humains à la tête et pas des espèces d'oligarches qui viennent d'à droite à gauche, on ne sait pas quoi, et que nous, on s'investisse, parce que c'est ça, en fait, quand tu dis, moi, je crée la France libre, tu rends le pouvoir aux gens de se dire, bah tiens, nous, on va œuvrer pour faire quelque chose de bien dans notre commune, ou autour de nous, en tout cas. Ouais, ouais, bien sûr et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Heu oui, ce que je voulais quand même rajouter, c'est qu'au niveau de la France, de manière historique, c'est vrai qu'on a malheureusement, on a un handicap, c'est qu'on a souvent, voire tout le temps remis notre destin entre les mains Ouais. d'individus, parfois de manière, intelligente, Mmh. c'est-à-dire que, bah, il y a des personnes qui ont œuvré à notre place et qui nous ont entre guillemets «sauvés», mais malheureusement, c'est aussi le cas dans le sens opposé où, à force de remettre le pouvoir entre les mains de d'autres personnes, bah, finalement, on n'est pas maître de son destin et Mmh. on est possiblement, attirable par des choses qui sont plus néfastes. Bah, c'est cette féodalité dans C'est laquelle on ça, on est baigne encore depuis dedans, 2000 hein. ans, quoi, hein, et il y a un moment, Et c'est vrai que, beh, moi, il y a une phrase qui résonne en moi là-dessus, c'est, pour la Seconde Guerre mondiale, la France a été, dans un premier temps pétainiste et ensuite mmh, la France a été, sous De Gaulle et elle a soutenu les 2 finalement. Donc bah oui. ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, on est encore trop dans cette attitude de suiveur. C'est très compliqué de sortir de cette attitude de suiveur et de passer dans cette attitude d'acteur. Bravo aux Islandais. Et c'est vrai que tout le monde devrait s'inspirer de ça, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué puisque, on nous a éduqués à être passifs, on nous a Ouais. éduqués à être, à suivre quelqu'un. Quand on est à l'école, on suit un professeur, quand on est dans une entreprise, on suit son patron. Et toute notre vie, c'est ça finalement, on est suiveur, on n'est pas acteur et je pense que la clé est là-dedans, c'est de tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que les gens sont bons ou pas? Je pense que l'humanité est bonne et qu'on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, c'est sûr que si, elle est endoctrinée, si, elle subit un lavage de cerveau, que ça soit à l'école, à la télévision ou ce genre de choses, Mmh. c'est sûr qu'on va créer des masses et non plus des peuples, qui vont du coup être facilement gouvernables. Mais je pense dans mon fond intérieur que si on a, les bons moyens, les bons outils, on peut former des futurs citoyens qui soient capables d'œuvrer par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes, d'avoir un esprit critique, et surtout d'être acteurs. Voilà, on en est vraiment là, quoi. Et Mais, il y a aussi justement des pardon, il y a vas-y, aussi vas-y. des, il y a aussi des choses qui sont positives. Mmh. Là, par exemple, j'ai fait une réunion donc avec, bah, les Français libres, là, du coup, c'était hier. On a fait une réunion pour faire un peu le point, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, tout le monde pouvait prendre la parole et heu et finalement, il y avait des retours qui étaient, qui faisaient chaud au cœur. C'est-à-dire que pour certains, ça avançait pas assez vite. Parce que Ouais. il y a des gens qui sont tellement déjà dans l'action, qui ont déjà anticipé la suite, qui sont tellement dans l'action, qui on va pas assez vite pour eux. Parce qu'eux, ils sont déjà dedans et ça fait plaisir parce que on se dit que, bah
Voilà, ça redonne aussi foi en l'humanité, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà franchi ce cap de se dire: «Je suis plus passif, je suis acteur» et Mmh. ça, le passif acteur, il est là dans toutes les strates de la société, que ça soit, surtout le côté informationnel. C'est pour ça aussi que j'ai quitté ce rôle de revue de la semaine parce que j'en avais finalement un peu marre d'être, ce porte-voix alors que je ne voulais plus l'être. C'est-à-dire que, à la fin de mes revues, je disais toujours aux gens, «L'idée, c'est que vous ayez plus besoin de moi. L'idée, c'est que moi, je sers plus à rien. C'est que c'est vous qui êtes, maître, qui allez chercher vos informations et Oui, c'est comme ça que ça va c'était un fonctionner». passage de relais un petit peu. C'est ça, moi, je l'ai vu de mon point de vue personnel. J'avais des gens, je ne pouvais pas les convaincre. Par contre, j'ai réussi à faire qu'une personne, sans moi la convaincre, mais qu'une personne fasse ses propres recherches, elle en est arrivée aux mêmes conclusions que moi et j'ai rien eu à faire, mais c'est elle qui a fait ses propres recherches, qui est devenue acteur et Mmh. j'avais aucun contrôle sur elle. C'est elle qui faisait ses propres, analyses et c'est ça qu'il faut chercher, quoi. C'est Ouais. le côté acteur, mais dans toutes les strates de la société. L'information, l'alimentation, tout, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, résistance et pacifisme font bon ménage? Parce qu'on entend beaucoup dire: «Oui, ah bah, faut pas tomber dans le piège, on est des résistants, mais il faut rester pacifique», et cetera. Tu vois, à l'époque, Malcolm X, lui, prônait plutôt, il y a un moment, si, on t'en colle une, ben, il va falloir que tu en Tu colles t'en une pas autre, l'autre jeu, quoi. quoi. Ah ouais, voilà. Donc Là, j'avoue que je crois que c'est la question la plus difficile, de cette interview pour le moment. Parce que, j'avoue que j'ai pas tranché moi-même la question. J'entends les 2 voix. C'est-à-dire mmh, que, j'entends la première voix que j'entends, et avec laquelle, je suis vraiment d'accord, c'est: «Attention à pas tomber dans le panneau, à la violence», puisqu'on est dans un État qui, selon moi, n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse de la violence pour on l'a vu avec les gilets jaunes, malheureusement, il y a eu de la violence, bon, qui était faite aussi par d'autres groupes, hein, mmh. infiltrés, mais il y a eu de la violence et comment est-ce que l'État a répondu? Il a répondu par plus de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut plus filmer dans des manifestations, on peut plus faire ceci, cela. Il y en a qui même émettaient l'hypothèse que ça avait été vraiment utilisé pour ça, pour un contrôle plus important. On est dans un État qui peut être extrêmement puissant, que c'est ben, on le sait, hein, médiatiquement et cetera, mais aussi, Ouais. physiquement, militairement, avec les gendarmes et autres. Il peut être extrêmement puissant et il a encore pas, selon moi, étendu, tout son horizon en termes de puissance et il faudrait pas qu'on soit l'élément qui fasse qu'on puisse, on leur donne les moyens de nous faire plus mal encore, quoi. J'entends cette voix-là, j'entends aussi la voix bah, finalement quand on bouge pas, quand on manifeste, il se passe rien. Ouais. Je suis totalement d'accord, hein, Mmh. la preuve en est pour le pass sanitaire, pour les gilets jaunes, il y a les exemples sont légion, pour montrer ça. Il y a eu énormément de manifestations, énormément de choses Mmh. pacifiques. On nous a dit: «Si vous verrez, si vous êtes pacifique, il y aura des choses qui vont se passer». Malheureusement, pas tout le temps le cas. Bah, même, Heu, jamais, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est On a ça. vu que ça ils ont durci le ton, nos amis, des DomTom que je salue ici, une fois de plus. Ils ont durci Grand le ton. courage. Mmh. Voilà, grand courage, ils n'ont pas, plié. Ils ont continué, ils ont repris leurs actions et ils sont à un niveau de violence qui est autre que le nôtre et on voit bien que le gouvernement cède. C'est ça, mais j'avoue que je j'ose pas me prononcer puisque je suis encore dans cet entre-deux. Mmh. Je comprends, la vision du «s'il y a pas de violence, il se passe rien». On l'avait vu aussi avec les gilets jaunes, le seul week-end où il y avait eu les grosses violences, bah, finalement l'État avait reculé juste derrière. Heu, c'est vrai, maintenant, le problème c'est que, on a des médias qui sont aux ordres et qui ne nous aident pas puisque s'il y a violence, les médias se régalent de cette violence, Mmh. et des personnes qu'on pourrait réveiller vont se braquer contre nous, parce que les médias vont instrumentaliser cette violence en disant: «Regardez, vous correspondez pas à ces gens-là, c'est des violents, vous êtes pas violents» et il y a aussi ce côté-là qui m'embête, c'est que malheureusement les médias ont cette capacité à scinder. Après la question qui tranchera, je pense, c'est le nombre tout simplement. Si le nombre est de notre côté, que ça soit, heu, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais si le nombre est de notre côté, je pense que renversement il y aura, chose malheureusement qu'il n'y avait pas avec les gilets jaunes. Parce que tu Au vois, début, il y avait beaucoup de historiquement monde, mais après, ça c'est, oui. Et si tu veux, historiquement, si on prend, ce qui s'est passé en 1940, les résistants, s'ils n'avaient pas à des moments aussi, bah, usé de violence, je pense que la résistance n'aurait pas été prise au sérieux, et elle n'aurait certainement pas aidé
justement les Alliés à mettre en place une libération qui ne s'est pas fait non plus dans la douceur, hein. Ça s'est fait Bien aussi sûr, dans la violence, en tuant des gens. bien sûr. Moi, historiquement, les mouvements pacifistes ont mené à rien. C'est vrai. Et effectivement, c'est jouer leur jeu de se dire, ah ben non, il ne faut pas qu'on fasse ça parce que c'est ce qu'ils attendent. Mais il y a un moment donné, s'ils attendent, il va falloir y aller. Parce que je ne pense pas qu'on puisse reprendre un pays, un État, ça ne s'est jamais vu de manière pacifique, en tout cas. Et je dirais, tous les grands pacifistes le disaient. Je veux dire, que ce soit Gandhi ou tous les autres, le disaient, il y a un moment, s'il faut user des mains, s'il faut en venir aux mains, on en viendra aux mains. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est un peu... Voilà, c'est ça met en cause un petit peu nos convictions, c'est de se dire, voilà, on n'est pas des gens violents, mais il y a un moment donné, je pense qu'on obéit à des niveaux de souffrance. Tu C'est vois, les sûr. dom-toms, leur niveau de souffrance n'est pas le même que le nôtre d'entrée Non. de jeu parce qu'eux, ils ont connu l'esclavage. L'esclavagisme, ils ont ça dans leur veine. Et c'est-à-dire que tu les emmerdes ou tu les contrains un petit peu trop, eux, tout de suite, Ils ils ont cette montent. expérience. Voilà. Nous, on ne l'a pas. Donc, on peut nous contraindre. Tu vois, c'est l'effet de la grenouille Et je sais pas si, l'eau chaude. oui, bien sûr, et je sais pas si ça a un lien aussi, mais si tu vas peut-être me l'expliquer mieux que moi. Il me semble que dans les DOM-TOM, il y a eu aussi, alors je crois que c'était en Guadeloupe, il y a eu aussi beaucoup de scandales à l'époque avec les pesticides et ce genre de choses Ouais. qui ont, à mon avis, eu un rôle déjà un peu important. C'est-à-dire que les gens là-bas ont accepté l'idée que le gouvernement ne n'œuvrait pas pour leur bien. Mm. Alors, Bah oui, dans les bananeraies, tous les voilà, pesticides, c'est dans ça les que je champs voulais, de. voilà, Il y avait les bananeraies, il y avait tout ce qui était canna aussi, toute la canne à sucre. c'est ça, Et les mecs sont morts de cancer et de c'est ça, machin. Tu as vu la flotte dans l'eau potable chez eux, quoi. Mais c'est c'est un ça. scandale. C'est pas Voilà, possible. et c'est vrai que j'avais pas creusé ce sujet-là, mais je l'avais vu passer à l'époque, Mm. et je me dis que ça a dû aussi beaucoup jouer dans leur, parce que c'est assez récent finalement, donc ça Ouais. touche des personnes qui sont encore là, aujourd'hui, qui l'ont vécu et qui, eux, savent que le gouvernement peut autoriser des choses qui ne sont pas, bonnes pour eux, donc Mm. c'est sûr que par rapport au vaccin, ce ne sera pas les premiers qui vont y aller, quoi. Ah, bah ça, non, hein. Voilà. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour que tout ça s'arrête? Bah, comme je l'ai dit, j'ai pas de baguette magique, malheureusement. Mm. Si je l'avais, je l'aurais déjà utilisée. Hem, Selon moi, ce qu'il faut, c'est retrouver du contact, retrouver, de la fraternité, retrouver toutes ces valeurs qui vont nous redonner un certain pouvoir. C'est aussi redevenir acteur, c'est aussi, s'enrichir, devenir plus autonome, devenir plus puissant, le mot, c'est le seul qui me vient, mais c'est-à-dire, avoir une connaissance de son histoire nationale, avoir une connaissance de sa culture. Hem, Notre pire ennemi, c'est aussi l'ignorance. Il faut Mm. que Eh oui, hein. c'est un boulot qui est énorme, hein, là, ce que je suis en train de décrire. Je suis en train de décrire un humain parfait là, mais il faut un humain qui sache réfléchir par lui-même, qui sache prendre des décisions, qui soit responsable, hem, qui ait une belle connaissance, aussi un sentiment patriotique, parce que si on n'a pas de sentiment patriotique aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Heu, ouais, On l'a vu avec je cette dirais que histoire c'est du drapeau européen sous bien l'Arc de sûr, Triomphe, quoi. C'était vraiment une bien insulte sûr. au peuple français, je veux dire, sans mauvais jeu de mots, sans vouloir appartenir à quelque groupe que ce soit d'extrême. Merde, on est français, bah, on appartient à la France, point barre. Et être français, c'est pas être raciste, au contraire. Non, non, bien sûr, et on est voilà, c'est parce que chaque valeur humaine est attaquée, et c'est vrai que, bah, le sentiment patriotique est attaqué d'une manière, pratiquement Mm. inégalée. Je pense que le sentiment patriotique, on essaie de déconstruire la culture, l'histoire nationale, heu, pour que justement il n'y ait plus de différence entre un Français et un Espagnol, entre un Ouais. Espagnol et un Italien, et que finalement, bah, que les États-nations, disparaissent. C'est aussi le but de tout ça, hein. C'est Ouais. pour ça qu'ils s'attaquent autant aux patriotes, qu'on dit à chaque fois les patriotes, finalement, c'est extrême droite, voilà, c'est directement ça. Mais on s'attaque à toutes ces personnes qui sont fières de leur pays et qui veulent le défendre, parce que, heu on a vécu sous des personnalités comme De Gaulle, qui avait un amour pour la patrie qui était énorme, mais est-ce Mm. pour autant qu'il a déclaré la guerre aux voisins? Non. C'est juste que, je prendrai aussi l'exemple de Donald Trump qui a, en termes patriotiques, je pense que c'est un bon exemple aussi, Ah qui oui. adore son pays. Est-ce qu'il a déclaré la guerre, aux pays voisins? Non, parce qu'il adore son pays, il aime son pays de tout son cœur, et il veut le meilleur pour son pays, et il veut que chacun raisonne comme ça à sa manière, Mm. que le président italien fasse de même, et que personne ne s'agenouille devant quelqu'un, et que
et c'est aussi préserver notre diversité, préserver notre richesse. Bah, c'est ça Heu, qui fait que c'est intéressant. Un être Bien humain sûr, est intéressant parce qu'il a cette diversité, cette richesse. Quand tu bien dis sûr, un Italien, il est intéressant parce que moi, j'ai envie de savoir sa bien culture, j'ai sûr. envie de connaître comment c'est l'Italie, comment Si je vivent vais les là-bas, j'ai envie de Italiens. découvrir tout Oui, ça. et ouais. J'ai pas envie d'être en Europe. Tu vois, il y Voilà. avait beaucoup d'Américains quand ils venaient, et moi j'ai entendu ça parce que j'ai de la famille américaine qui venait en France ou en Angleterre, qui me disaient ouais, on est venu en Europe. Non, 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 non. T'es venu où? C'est pas possible. Mais bien sûr, l'Europe ne veut rien dire. Attends, je veux dire, tu as des pays, enfin la France, la Roumanie, l'Estonie, ça n'a rien à voir, Bah ouais. culturellement, c'est pas pour dénigrer, hein, mais enfin, je veux dire, on est tous différents, on a tous nos propres manières de Mmh. vivre et c'est une richesse qui est énorme et on doit le garder, quoi. Si on a Mmh. là, actuellement, on s'attaque à la fois, à l'individu, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on s'attaque à l'individu, à Ouais. la famille, on s'attaque aussi à ce sentiment d'appartenance à une histoire, à un pays, à une nation. Si on enlève tout ça, on est faible. On est faible, on est manipulable. Ouais. Heu Et heu, finalement, on appartient quelles sont nos racines? Quelles sont tu vois, on appartient à quoi? À l'Europe, on n'est plus français, donc on n'a plus toute cette culture. C'est tout ça qu'on met à mal. mais bien sûr, oui et moi ce que j'adore, c'est les héros historiques, Mmh. de France, quoi, enfin, qui ont forgé l'histoire de France, Bah, tous les grands hommes, Vercingétorix, bah Jeanne oui. d'Arc, De Gaulle, tout cela, Oui, Jean Jaurès, voilà, Jean Moulin, mais de se dire que oui, tu es oui. français et que, entre guillemets, «tu descends de ces gens-là», Mmh. te donne, un courage, te donne une force que tu n'as pas si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas d'histoire. Tu, heu, on a des comment dire? Des ancêtres qui ont collaboré, mais on a aussi des ancêtres qui ont résisté Bien et sûr. le fait de savoir qu'on a aussi des ancêtres qui ont résisté nous pousse, nous, à Mmh. perpétuer ça, à Bien sûr. marcher dans leurs pas et à ne pas les décevoir et à aller, et à suivre ce qu'ils ont montré tout simplement. Oui, ou même si on avait des ancêtres qui ont collaboré, se dire: «Bah, voilà, ils ont collaboré parce qu'ils étaient ignorants et moi je suis pas ignorant et j'ai pas envie de collaborer parce que, voilà, oui, un être humain peut faire une erreur une fois et on va essayer d'éviter de reproduire ce schéma, constamment» et c'est ça, moi, qui m'agace, c'est que depuis plus de 2000 ans, on est dans un système féodal où on reproduit sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il est temps qu'on se sorte de ce système-là et je pense que cette crise, elle nous fait prendre conscience de ça. Bien sûr. Pour conclure, tes vœux aux Français pour 2022, Geoffrey? Mes vœux aux Français pour 2022. Heu, Bah, en fait, c'est difficile de donner des vœux à l'ensemble de la population puisque, je pense que, ma prise de parole a montré que finalement c'est très difficile de alors on forme tous une nation, mais là finalement les vœux devraient s'adresser à chaque catégorie, finalement de citoyens qui n'en est pas au même stade puisqu'on est tous à des stades différents. Mmh. Donc ça me paraît difficile de donner des vœux à tout le monde, mais, bah, à ceux qui sont déjà dans l'action, bah, de continuer là-dedans, Ouais, même si peut-être ils sentent qu'ils sont pas nombreux, même s'ils sentent qu'ils sont un peu seuls, mais de continuer, de pas lâcher le coup parce que c'est eux les premiers qui vont montrer la voie aux autres. Les études en psychologie montrent que quand, quelqu'un, je sais plus, je crois que c'était, une étude là que j'ai vu passer, enfin une étude, psychologique qui montrait que quand quelqu'un est en train de violer une femme ou autre ou en train de tabasser, s'il y en a juste un seul qui bouge, ça donne du courage et de la force à tous les autres derrière. bien sûr. Donc ceux qui sont en train d'agir, bah, qu'ils continuent d'agir, qu'ils continuent de se mobiliser, qui voilà, qui lâchent pas le coup, qui continuent d'arrache-pied. Pour ceux qui se posent des questions, bah, d'essayer de creuser, de creuser mais par eux-mêmes, de pas creuser, avec BFM TV. Oui, C c'est-à-dire ceux qui se posent des questions, bah, maintenant il est peut-être temps de trouver les réponses et arrêter de Voilà, c'est creuser ça. dans «je me questionne». C'est ça, c'est finalement, voilà, chacun en est à son stade, hein, c'est ça qui est difficile. Bah, ceux qui sont dans le moule actuellement et qui suivent, bah, eux, c'est difficile. Il faudra qu'il y ait quelque chose qui vienne, les perturber. Peut-être qu'il faudra qu'ils soient touchés eux-mêmes par ce système. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est que, heu, ces gens-là seront peut-être les plus durs à réveiller, mais peut-être qu'il faudra que le système leur fasse mal pour qu'ils bougent. Peut-être Ouais, qu'il faudra que, je sais pas, tu vois, il y a plein de problèmes avec le QR code. Peut-être que pendant un mois, qu'il y en a un qui se fasse, que son QR code ne fonctionne plus, puis qu'il se rende compte de ce que c'est quand on n'a pas son QR code. ouais. Peut-être qu'il faut que ces gens-là soient touchés de manière plus, concrète
pour Mmh. qu'ils bougent. Peut-être que, quand ils vont se rendre compte que leurs fils, leurs petits-fils, leurs petits-enfants, n'ont plus de travail, que, ils sont obligés de vendre leur maison, qu'ils sont obligés de peut-être que ces choses-là, réveilleront des personnes, je dis pas tout le monde, mais réveilleront des personnes et j'espère qu'ils se réveilleront sans ça. Ouais, et encore une Sans qu'on fois, en ouais, arrive là. là, tu me parlais de niveau de souffrance. Si je peux résumer tout ça, c'est voilà, si moi je me réveille, c'est parce que j'ai atteint un niveau de souffrance où là, j'en peux plus. Tu vois, mon QR code ne fonctionne plus depuis 2 semaines. Je peux plus aller bosser, je peux plus rien faire, alors que j'ai joué le jeu. Et là, je vrille complet. Questionne. Tu Ouais, vois, mais là, j'en ouais, suis plus à me questionner. bien sûr. Là, je monte en Et souffrance et là, j'ai vraiment envie de. ouais et c'est vraiment pour ça que, j'insiste sur le côté de pas mettre tout le monde dans le même sac et d'essayer de Mm. catégoriser, j'aime pas, hein, c'est comme mettre des étiquettes, mais bon, c'est un peu le but. Enfin, c'est un peu le but, c'est on n'a pas trop le choix. C'est vraiment ça parce qu'on a des personnes qui vont se réveiller, je sais pas combien, mais on a des personnes qui vont se réveiller, ça c'est sûr. Ouais. Il faudra pas qu'on les juge et qu'on soit méchant avec eux parce que, moi je vois des personnes qui sont en déprime mais complète, et qui vont avoir un besoin de soutien qui va être hallucinant parce que, ces personnes-là, ça va être difficile d'encaisser Ouais. le coup, de se réveiller, mais surtout d'encaisser le coup, Mm, de mm. se dire que, j'ai potentiellement mis quelque chose dans mon corps qui est néfaste pour moi. Ça va très, Ouais. très loin dans la souffrance, donc il faudra aussi accompagner, les personnes qui feront marche arrière, et surtout, de pas rentrer dans cet affrontement entre, vaccinés, non vaccinés et cetera et surtout d'essayer d'être là, alors je sais que c'est pas facile, hein, mais d'essayer d'être là pour aider ceux qui voudraient franchir le pas et vraiment pas être dans une opposition, mais être un peu derrière eux, les suivre, les regarder, voir s'ils ont besoin d'aide et de temps en temps être là pour les ramener du bon côté ou voilà, faut vraiment garder ça aussi pour que le nombre soit de notre côté. C'est, on Mm. on on réagit peut-être pas assez à ça, mais c'est, Heu, par rapport au vaccin, par rapport à tout ça, on a beaucoup joué sur le nombre. Au tout début, il y avait près de personne de vaccinés. C'était très difficile pour eux de taper sur les non vaccinés. Mais quand on en est réduit à avoir 1 ou 2 de la population qui n'est pas vaccinée, ceux-là, on peut en faire ce qu'on en veut. Il y a aussi ce question de poids et Ouais. il ne faut pas qu'on laisse partir un poids de la population qu'on ne rattrapera pas. Il faut essayer de rattraper le plus possible de gens avec nous pour qu'on Bien soit le sûr. nombre. Mmh. Mmh mh. Oui, et encore une fois, là, on est toujours dans une guerre de nombres, hein, puisque les nombres, on leur fait dire ce qu'on veut. Donc c'est non plus ne pas céder aux nombres qu'on nous annonce. C'est-à-dire là, on nous dit, il y a 15 jours, on était 6 millions, maintenant on est 5. Je pense que dans un mois, on va être 4, et puis 3, et puis 2. Puis on nous annoncera qu'on est plus que 500 000. Tu vois, la guerre, elle est là. Et je pense que les gens qui vont avoir des doutes, oui, c'est très bien qu'ils aillent justement poser des questions, se réinformer, qu'ils s'entourent, et puis qu'ils continuent de faire grossir justement des collectifs comme ceux que tu as mis en place. Oui, Et je pense également aussi au collectif de Maître Divisio. Je ne suis pas un danger, l'association qu'il a créée justement pour les non-vaccinés. Et ça, c'est des belles choses dans lesquelles on peut se retrouver. Et puis, voilà, questionner sans arrêt. Pour moi, ça, c'est l'issue, c'est tout remettre en question. Il y a, il y a, il y a C'était Descartes qui disait comme je questionne tout, je suis sûr de rien. c'est ça. Hein, Mais il n'a c'est pas vrai dit qu'on ça on comprend exactement, de mieux mais en mieux ces citations-là, de oui. l'époque, hein. Et Heu, puis la science, je veux dire, normalement, la science, c'est ça, c'est questionner. c'est le Tu questionner. viens avec une résolution, et moi, mon réflexe, ça va être de dire, OK, mais pour moi, ta résolution là, de ce problème-là, elle ne fonctionne pas. Donc, je la remets en question, je reprends toute l'étude et j'en refais une. Et voilà. Et du coup, on cherche. Bien sûr. Très bien. Bah, en tout cas, Geoffrey, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce locomotive avec moi. Bah, je Et te remercie, grandement pour cette invitation, c'est très, très généreux de ta part, très important. En plus, je pense que le débat aura nourri, je pense ouais, qu'on a fait un éventail de sujets et assez de large. débats Ouais. qui est assez large. Merci pour ta présence et merci pour ton invitation qui fait grandement plaisir en tout cas. Merci Ah beaucoup. bah, c'est top. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'écrire, si on veut justement rejoindre ce que tu fais? Est-ce que tu peux rappeler où on peut te retrouver? Alors moi, je suis un fou, je suis sur, je sais plus combien de plateformes, différentes,
Je fais le choix d'être sur des plateformes à la fois alternatives et des plateformes, mainstream. Je fais le choix d'être sur les 2 puisqu'on me le reproche souvent, on me dit: «Quitte Facebook, quitte YouTube, quitte Twitter». Je leur dis: «Non, absolument pas», parce que c'est là que je peux trouver des gens qui se questionnent. C'est pas sur Eh oui, Odyssée ou Rumble que les gens vont enfin, si les gens sont déjà là, c'est qu'ils ont déjà ils ont fait un déjà chemin. trouvé des réponses, ouais. C'est ça, et moi mon but c'est de réveiller ceux qui ne sont pas réveillés, donc c'est pour ça que je reste sur les 2 pour à la fois satisfaire ceux qui sont déjà sur les alternatives et sur les nouvelles. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, VK, VK j'aime bien parce que c'est plutôt facile, VK, Twitter, Facebook, je pense que vous arriverez à me contacter, là-dessus. Depuis que j'ai créé Telegram, j'avoue que, je mets plus de temps à répondre, mais je réponds à tout. Je passe énormément de temps à répondre à tous les gens, mais je déteste cette, tu sais, cette distance qui s'installe entre des personnes que tu adores et enfin, que tu Ouais. adores, ou que tu suis tout simplement, et toi, parce que finalement on est pareil quoi, il y a Mmh. rien de différent entre nous, et moi j'aurais adoré pouvoir discuter avec des personnes, plus connues et qui font un super travail, mais malheureusement je peux pas parce que, bah, voilà, elles ont un emploi du temps, elles ont tout ça. Mais c'est vrai que de mon côté, j'aime, répondre à tout le monde parce que c'est super enrichissant et c'est super agréable de pouvoir discuter avec tout le monde et d'offrir un temps de parole aux gens, parce qu'il y en a qui ont en fait, ils ont besoin de parler aussi, et Bah oui. pas forcément à moi, mais ils ont besoin de parler à quelqu'un parce que, bah, dans leur entourage, ils ont pas besoin, enfin, ils ont pas grand monde. Donc voilà, s'il y en a qui veulent contacter, il y a aucun problème. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup, Geoffrey. Bah, merci à toi, hein. Merci. Salut.